Il m'invitait à déjeuner, je lui raconte le truc, et il me dit, Fontanet, ne le dites pas, j'ai besoin du privé pour gérer le public. Je vous jure que c'est vrai. Xavier Fontanet, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous dans le cadre des entretiens de contribuables associés. Nous sommes ravis, Xavier Fontanet, de vous recevoir ici aujourd'hui. Alors, on rentre tout de suite dans le vif, comme on le fait avec chacun de nos invités. Pouvez-vous, Xavier Fontanet, vous présenter en quelques minutes, présenter votre parcours? D'abord, merci de m'inviter. Bon. Écoutez, alors moi je suis retraité, retraité depuis 2013. Donc je suis marié et j'ai donc 3 filles et 7 petits-enfants et 3 gendres. Bon, j'ai passé toute ma vie dans le monde concurrentiel et là je suis retraité aussi actif que quand j'étais chez Essilor. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai un parcours d'ingénieur des ponts. J'étais ensuite au MIT à Boston parce que je voulais absolument faire des études de commerce complémentaires des études d'ingénieur. C'est là que j'ai rencontré en fait le Boston Consulting Group. Donc je suis rentré au tout début. J'ai eu la chance de rencontrer le président fondateur Bruce Anderson. Et donc j'ai été dans la toute petite équipe qui a démarré le BCG Paris, on était 4 ou 5, je crois qu'ils sont 1500 aujourd'hui, donc ça a été une époque extraordinaire pour moi, ça a été une matrice intellectuelle, parce que toutes les idées de stratégie d'entreprise, en fait il y a vraiment des tas d'idées révolutionnaires et c'est ça qui m'a guidé, parce que à la fois c'était un support intellectuel dans l'action, et en même temps j'ai eu tous les clients, donc toutes les entreprises pour qui j'ai travaillé, en fait c'est des clients que j'ai eus. Donc il y a une quinzaine de grandes entreprises que j'ai toujours accompagné pendant 45 ans. Après le BCG, je suis rentré chez Beneteau, j'ai été directeur général pendant quelques années. Beneteau, Beneteau, c'est le leader mondial de la plaisance aujourd'hui. Donc j'ai connu l'entreprise, Madame Roux, sa présidente, qui évidemment, j'avais tout de suite vu le génie de Madame Roux. Donc j'ai quitté le BCG pour vivre intensément la montée de Beneteau. Et donc quand je suis rentré, quand j'ai rencontré Beneteau, l'entreprise faisait 30 millions de francs, vous voyez, ils faisaient 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ils sont presque à 1,5 milliard aujourd'hui, donc énorme croissance. J'y suis rentré quand l'entreprise faisait 90 millions de francs, donc 15 millions d'euros, et donc j'ai passé 6 ans, alors on a eu une explosion de chiffre d'affaires, et je suis resté très proche de l'entreprise. Après je suis rentré à Paris, c'est surtout parce qu'il n'y avait plus d'école à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'ai 3 filles que j'aime beaucoup. L'idée de les mettre en pension, ça n'allait pas du tout, donc je suis rentré à Paris. Et puis donc j'ai été pendant 5 ans dans les cantines, Eurest. Donc là c'est du service. Donc c'est une très belle entreprise aussi qui est devenue co-leader mondial avec Sodexo. C'est Compass Service, qui c'était digérément. Et puis donc je me suis beaucoup amusé là, et puis j'ai rencontré, en fait j'avais mis ma démission sur une décision stratégique qui ne me plaisait pas, et donc comme le board l'a prise, j'étais sans job, et le coup de peau c'est que j'ai rencontré Cotet qui était donc le futur président d'Essilor, dans l'avion. Bon, j'ai fait affaire avec Essilor, tout par hasard, mais Essilor avait été le premier client du BCG. Et j'avais eu la chance, quand j'étais au Boston, d'être la personne qui suivait Essilor pendant 8 ans. Et donc j'ai rejoint Essilor où j'ai passé 23 ans, et j'ai pris ma retraite donc d'Essilor. Mais évidemment, Essilor, j'avais aussi 8 ans de BCG, donc c'est une affaire que je connais assez bien. Essilor, pour ceux, s'il y en a qui ne connaissent pas, Essilor, c'est les verres de lunettes, on va dire, pour simplifier peut-être. Voilà, c'est le leader mondial des verres de lunettes. Et donc la chance que j'ai eue, si vous voulez, c'est que, en fait, j'ai été que dans la sphère privée, mais je n'ai connu que des petits qui sont devenus leaders mondiaux. Parce que Beneteau est devenu leader mondial, Eurest co-leader mondial, et Essilor. Et donc j'ai connu des entreprises toutes petites, qui sont devenues toutes des vrais leaders mondiaux, mais costauds. Et je dirais qu'il n'y a pas que des entreprises toutes petites qui sont devenues grandes que vous avez connues. Vous avez connu quelqu'un qu'on peut considérer quand même aujourd'hui comme un leader mondial, à savoir Emmanuel Macron. Et vous l'avez connu quelque part tout petit. Ah oui, alors ça c'est une autre histoire, la fameuse commission Attali. Alors, oui, alors vous évoquez effectivement, donc, en fait, quand j'étais chez Essilor, on était assez sollicité. Donc en fait, j'ai fait 2 commissions. J'ai fait Pébro et Attali. Donc j'ai eu la commission Pébro. Et la commission Attali, donc ça c'était très très intéressant. Alors j'avais demandé la permission au board, parce que c'était assez prenant. Évidemment, Emmanuel Macron était le secrétaire de la commission Attali, donc j'ai beaucoup travaillé avec lui. Beaucoup travaillé parce qu'il y a eu 2 commissions. Il y a eu une première commission à 40, et Sarkozy avait demandé un rapport plus
plus concentré. Donc j'étais dans la petite commission et là Emmanuel Macron était donc le secrétaire de cette commission. Donc on était très proches pendant 6 mois. Quels ont été les fruits de cette commission? Alors écoutez, c'était à la fois assez intéressant parce que je pense que Sarko avait voulu copier ce qu'avait fait Schröder avec la commission Hartz. Et en fait, je vais vous dire, moi, j'ai eu la chance d'être à la fois dans la commission Pébro et la commission Attali. Donc la commission Pébro, elle durait plus longtemps avec moins de monde. Qui était plus axée sur les finances publiques, la commission À l'époque, c'était les finances publiques. Hein. Donc la commission Pébro, à l'époque, la dépense publique était à 50% du PIB et la dette à 70% du PIB. Évidemment, la commission Pébro avait dit, il faut figer les dépenses publiques à 50% parce que vraiment, sinon ça va exploser. Et il faut figer la dette. Donc ça avait été très ferme. Donc en fait, à l'époque, c'était Breton, ministre des Finances, et Sarko qui était le président. C'était Chirac. Et donc Chirac n'a pas suivi les préconisations parce que c'était pas très compliqué. Il suffisait de bloquer les embauches et travailler sur un renouvellement. Et pas du tout, ça a continué. Donc Attali, c'est complètement différent. Il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait 40 personnes. C'est sur la croissance. Ça a été plus rapide. Donc ça a été un catalogue de... il y a eu des tas d'idées intéressantes. Mais alors, si vous voulez, moi, c'est le gros sujet, c'est les catalogues, les pensées qu'il y a derrière. Quelles sont les pensées derrière les grandes politiques? Parce que, en fait, moi, j'ai produit un livre qui s'appelle Pourquoi pas nous? Et en fait, c'est après les commissions Pébro et Attali. Et alors, moi, l'obsession que j'ai eue, si vous voulez, c'est pas regarder les mesures prises. Quelles sont les philosophies derrière les mesures, quelles sont les philosophies fondamentales. Et c'est pour ça que j'ai écrit Pourquoi pas nous, parce que j'ai eu la chance, si vous voulez, de vivre 45 ans. Il y a quelques années au Belles Lettres, 8 ans, et aux Belles Lettres, 8 ans. Ouais. Il n'a pas je veux dire, ce bouquin, il n'a pas une ride. Et en fait, si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance de vivre des réformes très importantes en Nouvelle-Zélande. Parce que, bien, Benetton, on avait connu la Nouvelle-Zélande parce qu'on vendait des bateaux en Nouvelle-Zélande, le First. On avait un des meilleurs bateaux du monde, qui était le First Class 10, qui battait tout le monde, et on avait vendu des tas de bateaux en Nouvelle-Zélande. Donc c'est la première fois que j'ai vu la Nouvelle-Zélande. Après, évidemment, le Canada a été très important, donc j'ai vécu longtemps, parce qu'on est rentré aux US par le Canada. Donc j'étais tout le temps fourré au Canada, et c'est l'époque Jean Chrétien. Et puis alors j'étais très très impliqué dans la transformation de l'Allemagne sous Schröder, pour 2 raisons. C'est que Rest était une boîte de cantine qui livrait les grosses usines. Et donc, Rest, notamment, on avait la restauration de l'énorme usine de Volkswagen de Wolfsburg, où il y a eu vraiment des choses importantes qui se sont passées. Et puis, évidemment, Essilor avait de très très belles usines en Allemagne, et on a vécu de très très près les transformations de Schröder-Hartz chez Essilor. Donc, j'avais énormément de vécu. Et donc, en fait, j'ai écrit un livre qui était donc quelles sont les très grandes réformes qu'il y a eu dans le monde. Mais je ne parle pas de la réformette, je parle de la réforme dans laquelle la dépense publique passe de 57% à 45%. Pas le truc, la réforme, et la réforme dans laquelle les dettes des pays sont tombées. Et des réformes menées, par exemple, en Nouvelle-Zélande et en Allemagne par des gens qui ne sont pas catalogués à droite. Absolument. Alors c'est des socialistes, vous avez entièrement raison. Nouvelle-Zélande, Si vous voulez, c'était un enfant d'ouvrier agricole, qui est un homme de gauche au départ, qui évidemment, avec le pouvoir, est devenu un homme, appelons droite, pour rester dans des catégories simples. Bon. En fait, c'est toujours quelqu'un qui faisait confiance à la concurrence. Donc, on va beaucoup parler de concurrence, mais c'est quelqu'un qui a considéré que mettre les gens en concurrence, c'est ça on a l'excellence par la concurrence. Hein. Alors, donc, il y a un énorme sujet là-dessus. Et donc, en fait, Roger Douglas a été absolument fondamental parce qu'il s'est occupé à une partie de la sphère publique. Alors, la sphère publique, si vous voulez, vous avez le régalien. Hein, donc, vous avez ensuite, et puis après, ça s'étend, mais on va considérer que le social, on va segmenter le social du régalien, par exemple. Hein, bon. Et alors, la réforme de Roger Douglas, elle a été sur une partie du social, parce que dans le social, il y a 3 paquets, il y a la retraite, il y a la santé, et tout ce qui tourne autour du travail. Et donc, dans le livre que j'ai fait, en fait, le régalien, c'est le Canada. L'Allemagne, ça a été tout ce qui est marché du travail dans le domaine social. Et un truc très important, c'est l'arrêt du paritarisme, j'y viendrai. La Nouvelle-Zélande, ça a été surtout retraite et santé, d'accord? Et le Canada, ça a été tout ce qui était sphère régalienne. Et alors pour moi, l'idéal de l'idéal, après avoir vraiment roulé ma bosse partout, c'est la Suisse. La Suisse, pour moi, c'est l'idéal. Et donc tout le livre est construit autour de Nouvelle-Zélande, Canada,
Allemagne, parce que vous touchez tous les grands coups de sphère publique. Et alors je me suis intéressé vraiment à ce qui était. Alors la première idée fondamentale, c'est l'idée qu'il n'y a plus de sous. Quand vous dites le tronc commun qu'il y a entre Roger Douglas, le néo-Z, Jean Chrétien et Paul Martin, les Canadiens. Paul Martin était ministre des Finances. Et Schröder et Hartz, le point commun, c'est attendez, il n'y a plus de sous. Au-delà d'une certaine limite, le pays va perdre son autonomie si on dépasse une dette de 70% du PIB, surtout si elle est détenue par l'extérieur. Oui. Et il faut que les gens comprennent que l'argent tombe bas du ciel. Hein. Et donc, la réussite des réformes, c'est quand le peuple a compris qu'un pays, c'est comme un ménage. Quand on s'endette trop, il y a un moment donné où on paye. Hein. Et alors moi, j'étais très marqué parce que j'ai vécu de très près des catastrophes comme l'Argentine. J'ai vu ce qui se passe quand le FMI débarque, parce que vous n'arrivez plus à combler votre déficit public, et en plus, on ne vous prête plus. Donc, comme les gens rééchelonnent les dettes, pratiquement, le manque de cash, c'est le double du déficit. Et alors, je peux vous dire que quand un pays, comme la Nouvelle-Zélande, n'a plus de fric, qu'est-ce qui se passe tout de suite? C'est que les gens meurent dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux ne peuvent plus acheter les médicaments. Et donc, les médicaments les plus chers, donc il y a des tas de morts dans les hôpitaux. Après, qu'est-ce qu'on fait? On ne paye plus les retraites. Parce que les retraités ne vont pas les gueuler. Donc plus vous êtes vieux, vous ne touchez plus vos retraites. Hein. Les fonctionnaires en pleine figure, parce qu'on est obligé de baisser les salaires des fonctionnaires de 30%, et les fonctionnaires sont beaucoup plus mal à l'aise quand il y a une très grande crise que les gens de la sphère privée qui se débrouillent, quitte à faire un peu de noir. Voyez. Et donc moi j'ai vécu, et je ne souhaite pas aux Français qu'il arrive ce qui s'est passé en Argentine. Hein. Est-ce qu'on y va, et on devrait communiquer beaucoup plus sur ce qui s'est passé en Argentine, ce qui s'est passé en Grèce, et ce qui est passé au Portugal. Ça nous prend en nez, selon vous? Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que maintenant il y a un moment donné où quelque part il va y avoir un coup de barre qui va arriver. Alors, attendez, alors, sur ce sujet-là, moi je suis un opérationnel, un chef d'entreprise, je vais dire ce que j'ai vu. Et je ne vais pas me mettre en économiste parce qu'on m'a suffisamment dit, Xavier, tu n'es pas légitime, c'est notre domaine. Bon, je pense que les économistes, enfin, on va décortiquer le mot, puis ils se trompent. Hein. Moi j'ai dit à beaucoup de gens très connus. C'est une science humaine, l'économie. Et oui, et puis on peut se tromper. Oui, bien sûr. On peut être économiste, on peut être brillant, travailleur, diplômé, voire même avoir des prix et se tromper. On va aller sur la dimension chose vue. Alors, voilà, oui, chose vue, parce que après, moi je disais avec les gens, mais vous vous trompez, c'est tout, alors vous trompez. Quelque chose qui m'avait marqué, par exemple, dans l'exemple néo-zélandais, c'est que, alors vous décrivez ce qu'était l'état de fait d'un moment de ces pays qui périclitent, mais à ma connaissance, les réformes initiées par Roger Douglas ont été faites très rapidement. Il a voulu cette volonté de changer le pays en 100 jours. Voilà, me semble-t-il. Alors, attendez, ça a pris beaucoup plus de temps. Alors, si vous voulez, moi, j'ai acheté tous les chiffres. J'ai acheté à la Banque mondiale tous les chiffres. Hein, et je sais qu'on ne les trouve jamais. Alors, vous verrez, j'ai toutes les dépenses et toutes les dettes. Ça, j'ai acheté personnellement. Ça coûtait assez cher. Les chiffres à la Banque mondiale qui m'a donné tout ça. Alors, si vous voulez, la première idée, c'est que philosophiquement, il n'y a plus de sous. Bon. Deuxième idée, c'est une idée fondamentale sur la personne humaine. Et l'idée, c'est que quand l'État prend des décisions et commence à prendre de l'impôt, il prend des décisions pour vous. Et donc votre identité qui se forme par la prise de décision, il réduit le champ où votre personnalité s'exprime. Bon. Et donc il dit que c'est très dangereux dans un pays de dire qu'on va aider les gens pauvres, parce qu'en les aidant par la gratuité, on retire des terrains sur lesquels ils doivent exercer leurs responsabilités. Vous avez compris l'idée? Elle est fondamentale. C'est une très très mauvaise idée. Et donc l'État-providence, quand il s'étend, il tue les responsabilités des personnes. C'est exactement ce qu'on observe avec la France, où en mettant trop de fric, on tue la responsabilité, puisque une grosse partie du PIB est prise par l'État. Et donc on retrouve les grandes idées de Bastia, c'est qu'il faut laisser des décisions. Alors la décision complètement sublime qu'il a prise, si vous voulez, c'est qu'il a commencé à s'attaquer. Il s'est attaqué au départ à l'hôpital. Parce que moi, je connais bien le détail, parce que j'ai suivi ça de près. Il a commencé à l'hôpital qui était dans le même foutoir qu'aujourd'hui. Chez nous? Ah oui, pareil. Donc c'était sur les pauvres, les gens sont crevés, ils passent leur temps à faire des papiers, donc ils n'ont plus le temps de travailler, il y a des contraintes épouvantables, le personnel est épuisé, les meilleurs médecins partent. Et puis vous avez des différences de productivité entre hôpitaux qui sont absolument terribles. C'est-à-dire que pour le même produit, entre le meilleur et le moins bon, des rapports de 1 à 6 à 10 en prix de revient. Bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc très culotté, c'est qu'il a vendu la sécurité sociale à 3 assureurs privés indépendants.
Il a vendu. Donc il a touché du cash en vendant la section. Vous vous rendez compte le truc? Bon. Et le deuxième truc qu'il a fait, c'est que ils ont fait une liste de produits qu'il fallait rembourser, et il a fait coter les assurances en concurrence. Le jour du changement, on a monté toutes les feuilles de paye. C'était qu'on a augmenté la feuille de paye de ce que l'État prélevait. Vous avez compris? Ouais, oui. Parce qu'il voulait absolument que les gens les plus pauvres prennent la décision de l'assurance. Il ne voulait pas que ce soit donné. Alors, les plus pauvres, ils ont donné des bons, mais ils ont exigé que les gens prennent eux-mêmes la responsabilité. Alors après, c'est le coup de théâtre qui est arrivé après. C'est le coup de théâtre qui est arrivé, c'est que, et ça on ne l'explique pas du tout assez, c'est que les assurances ont commencé à dire, attention, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas soin de leur santé. Tous les gens qui fument, qui se droguent, ou qui boivent trop d'alcool, ce qui était le vrai problème là-bas, eh ben, ils sont plus malades. Donc je vais faire des prix moins chers pour ceux qui ne fument pas et qui ne boivent pas trop d'alcool. Vous voyez le bazar. Révolution. Le Parlement très courageux est d'accord pour faire une différenciation. Parce que l'une des idées, c'est que beaucoup des maladies viennent de ce que les gens ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Après, le deuxième coup de théâtre qui est arrivé, c'est la prévention. On passe des visites médicales. Et quand on passe des visites médicales, vous effondrez la maladie. Et donc, un des éléments absolument clés, c'est qu'en responsabilisant, il a effondré la maladie. Alors après, l'autre truc qu'on n'a pas raconté, c'est qu'ils ont revendu les hôpitaux au personnel. Ah oui? Donc le personnel a perdu son statut de fonction publique, mais il est devenu actionnaire des hôpitaux. Et il y a eu évidemment une grande concurrence entre hôpitaux et médecins qui a monté la qualité. Et les hôpitaux qui étaient très peu productifs ont été rachetés par les bons, ce qui a réunifié tous les coûts. Vous comprenez? Donc vraiment l'histoire de la Nouvelle-Zélande, il faut la connaître dans le détail, elle est fondamentale. Et ça, c'est de la vraie politique. Vous voyez? Alors bon, je vais c'est de la politique avec du courage, des politiques. Oui, aussi, et puis donc la pensée profonde, c'est l'idée que c'est par la concurrence qu'on va régler les choses. Vous voyez? Alors moi, je jette pas la pierre aux politiques, tout ça, parce que c'est à moitié très compliqué. Puis j'étais dans le business, qui est plus facile que la politique. Hein. Mais on va quand même dire un truc, c'est que les grands changements, vous avez une pensée derrière tout ça, et c'est que l'État n'arrivait plus à gérer l'hôpital à cause de la complexité du métier. Et quand le truc est compliqué, il faut décentraliser. On ne peut pas centraliser. Et vous avez tout le sujet, et vous savez, c'est quand le problème est compliqué, est-ce qu'on décentralise et on laisse la concurrence, ou est-ce qu'on remonte l'info pour qu'un esprit supérieur prenne la décision pour tout le monde? Alors évidemment, tous les gens qui ont fait du business savent très bien que quand c'est compliqué, il faut décentraliser avec des gens qui comprennent la stratégie et qui sont capables de prendre leurs responsabilités. Alors ça, en France, ça va y arriver, mais le vrai sujet, il est là, je vais vous dire. Il faut que les gens comprennent qu'il n'y a plus de sous, qu'il faut comme faire. Genre, avec la guerre qui arrive, si vous voulez, on a intérêt à expliquer à tout le monde que la société a intérêt à être compétitive, parce que ça va secouer. Donc maintenant, il ne faut plus pleurnicher. Les gens n'ont pas assez voyagé. La France, c'est quand même un pays où il y a une extraordinaire, il y a un système social phénoménal qu'il faut défendre. Ça vous coûte, se remuer un peu. Et puis regardez un petit peu plus loin, parce que ça va tanguer avec les guerres. Je vais vous le dire, j'en suis sûr. Donc l'économie, c'est très solide, mais il faut aussi qu'on fasse des efforts. Donc voilà pour la Nouvelle-Zélande. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que ça a été encore plus loin, puisqu'il a fait les retraites après. Comme ça a marché remarquablement bien, il a passé la retraite en capi. En capitalisation. Et il a refait le même coup. Expliquez-nous ce que c'est la retraite par capitalisation, parce que beaucoup de Français ignorent ce système. Par capitalisation, c'est un système qui va demander une trentaine d'années de se mettre en place, mais c'est un système dans lequel la France, la répartition, donc tout ce qu'on paye aujourd'hui, va aux retraités. D'aujourd'hui. Alors ça allait très bien du temps de Mitterrand, parce qu'il y avait 3 ou 4 personnes pour pouvoir payer. Donc quand vous faisiez les feuilles de paye à l'époque, le coût qu'il fallait qu'on mettait dans les payes, c'était 7 ou 8%, si vous voulez. Et ça servait à payer les retraités. Parce qu'à l'époque, la durée de vie des gens, c'était, je crois, 75. Donc on prenait la retraite à 60, il y avait 15 ans. Alors qu'on a gagné 10 ans depuis. Donc aujourd'hui, c'est 85, la durée de vie. Donc quand vous partez à 62, vous avez 23. Donc la durée est 50 plus importante. Et le parc de retraités est plus gros. Donc le ratio qui existait du temps de Mitterrand, il ne tient pas. C'est pour ça que j'en veux énormément à tous les économistes à qui on donne le micro encore, qui ont conseillé Mitterrand la retraite à 60 ans et qui ont dit répartition.
Ils sont toujours là, on leur donne le micro, ils ont une responsabilité monstrueuse. Et les médias qui leur donnent le micro ont une énorme responsabilité. Parce que ces gars-là ont fait vraiment des conneries à 1000 milliards de... Alors, la capitalisation, la capitalisation, ça consiste à placer l'argent en bourse. Mais vous savez combien a monté la bourse, par exemple? Vous prenez la bourse, le CAC 40, depuis Mitterrand. Bon, le CAC 40 est à 6000, hein. Bon, il oscille entre 6005 et 5008. Bon, vous savez à combien était le CAC 40? Non, 400. 400. Il a fait 15. Okay. Vous vous rendez compte qu'on aurait placé les économies avec un... Fois 15. Ouais. Bah oui. Ouais. Alors, vous tombez sur les systèmes de Suisse qui sont en capitalisation, et la part des dépenses de retraite en Suisse, c'est 7% du PIB, en France, 14,8%. Et les Suisses sont en capi. Donc, on peut pratiquement dire que quand vous faites travailler le stock market, ben vous divisez par 2 les coûts. Alors des types comme, alors je vais quand même citer son nom, c'est Piketty, il est contre le capital. Vous n'aimez pas, hein, non, c'est pas que je n'aime pas, mais si vous voulez, attendez, c'est qu'il faudrait qu'on discute un jour très fort. Il est contre le capitalisme en disant qu'il devrait être pour la capitalisation. Il devrait être pour l'actionnariat salarié. S'il croit vraiment que le capital croît plus vite que le travail, il faut évidemment être pour l'actionnariat salarié et pour la capi, et puis continuer à être pour la répartition. Donc tout ça, je vais vous dire, pas des gens comme nous, ça passe pas. Simplement, ils ont le micro. Hein, voilà. Et puis Goldman Sachs leur paye leur pub pour vendre aux États-Unis, évidemment. Bon. Alors si on commence à discuter fort, on discute fort. Hein. Mais bon, voilà, alors, je m'arrête. Pour pas faire de pub. L'Allemagne alors, le modèle, le paritarisme. Alors le modèle allemand, ça a été un truc complètement différent. Le modèle allemand est très intéressant parce que ça a été le droit du travail. Alors il se trouve que j'ai la chance d'avoir pu avoir beaucoup accès à Hartz. Alors Hartz, c'est vraiment un génie. C'était donc le DRH de Volkswagen. Et Schröder l'avait rencontré parce que Schröder était président de la BASF et la BASF avait un poste au conseil d'administration de Volkswagen. Comme ça qu'ils se sont rencontrés. Alors Hartz, c'est un type absolument génial, qui est un grand monsieur, extrêmement puissant, d'une créativité débordante, et c'est lui qui a été l'inspirateur de Schröder. D'accord ? Alors, Hartz a été toujours passionné sur les organisations du travail. Il a inventé. Dans Volkswagen, il avait mis au point des systèmes de petites équipes payées entre guillemets à la tâche. Enfin, il était très très créatif. Donc, évidemment, Schröder a vu son génie et il lui a confié l'équivalent de la commission Attali. Mais la grande différence, c'est que ça a travaillé 2 ans et qu'ils étaient 12. Et donc, c'est vraiment eux qui ont inspiré la formation Hartz. Alors, l'élément fondamental politique, c'est le concept de solidarité exigeante. Hein. Je vous ai raconté le truc important de Roger Douglas, qui était qu'il ne faut pas retirer aux personnes, même pauvres, la décision sur des choses qui les concernent, notamment la santé. Vous voyez, hein, on va leur donner pour les aider, mais ils vont prendre leur assurance. D'accord ? Et là, l'idée, ça a été la solidarité exigeante. C'est-à-dire que la société, qu'est-ce qui fait la société? C'est la solidarité. Hein? La société, c'est la solidarité qui crée une société. Mais quand les choses vont mal, on peut être solidaire et exigeant. C'est-à-dire que la personne qui va bénéficier d'une aide, d'ailleurs Macron a repris l'idée un peu, hein, la personne qui a pris une aide doit faire tout ce qu'il faut pour optimiser l'aide. Bon. Et l'idée la plus fondamentale qu'il a eue, c'est autour du chômage. Il vaut mieux un job pas tout à fait satisfaisant que l'horreur du chômage, même bien payé, à la maison. À l'époque de Schröder et de Hartz, c'était Jospin qui était au pouvoir. D'accord ? Et ils ont pris la politique d'un chômage bien payé. Hein, c'est David Oliven qui le raconte. Alors, vous voyez qu'au contraire, les Allemands ont dit « les temps sont durs, on est surendetté ». Alors, à l'époque, si vous voulez, l'Allemagne avait une part de la dépense publique qui était 57% du PIB, celle qu'on a aujourd'hui. Pourquoi ? À cause du pays de l'Est, puisqu'ils envoyaient du blé. Et ils avaient commencé à monter les impôts, ils avaient mis des impôts spéciaux, et même des boîtes comme Volkswagen étaient en perte. Donc ils avaient épuisé l'économie avec une dépense publique qui était trop élevée, et la dette commençait à monter à toute vitesse à 70% du PIB, beaucoup plus bas que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est là que Schröder a dit « attention les gars ». Et donc c'est l'idée de la solidarité exigeante est venue de Hartz. Et les médias, encore le groupe Bertelsmann, a complètement joué cette politique
de solidarité exigeante parce qu'ils se sont rendus compte que Bertelsmann, c'est RTL, etc. C'est RTL, alors que Bild... Alors, il y a eu, si vous voulez, beaucoup de trucs. Il y a eu 2 trucs qui ont été très importantes. C'est très, très, très important. On n'en parle pas assez en France. C'est le concept de CDI, le CDI à temps variable. Ils ont changé les contrats de travail. Alors ça, c'est très, très, très important. Vous avez un contrat Volkswagen, le contrat est ferme. Mais on ne vous garantit pas les horaires de travail année par année. Dans les années dures, on dira 4 x 7, 28. C'est le Kurzarbeit. Vous travaillerez 4 jours, 7 heures. Et vous serez payé 28. On peut l'année suivante, s'il y a plein de commandes, faire 5 x 9, 45. En échange du changement du cas de travail, intéressement massif quand ça marche. Et les gars de Volkswagen, l'ouvrier de base touchait 13 000 € d'intéressement les bonnes années. Et donc moi j'avais dit qu'il faut faire ça avec l'assurance salariée. Hein. C'est ça qu'il faut faire en France. Et alors c'est ça qui a permis à l'Allemagne de tenir. Parce que la France, avec la crise de 2008, c'est les comptes d'exploitation des entreprises qui se sont pris les salaires trop importants qu'il fallait payer parce qu'il n'y avait pas de boulot. Alors que les Allemands ont réduit le coût des boîtes. Et donc les montées de dettes qu'il y a eu en France, on ne les a pas eu en Allemagne. C'est le truc qui a sauvé Volkswagen. Hein. Et donc le deal sur le changement de contrat de travail, c'est Hartz qui l'a imposé à Wolfsburg parce qu'il allait fermer Wolfsburg, tellement c'était grave. L'usine. Ils ont pris toutes les familles. Je n'ai pas assisté au truc, mais les gens me l'ont raconté. Toutes les familles sont venues. Et Hartz a pris le deal. On change le contrat de travail dans ces termes où on est obligé de nous fermer, enfin d'enlever 50% à l'usine. Et donc les familles ont dit OK, on change le contrat. Ça, c'est la révolution. Et l'autre révolution, c'est ce qu'on a appelé improprement les petits jobs, les mini-jobs. C'est en fait du temps partiel. Et j'ai demandé à Hartz, que j'ai vu plusieurs fois, le cœur des choses, il m'a expliqué M. Fontanet, avec l'économie qui ne marchait pas, le noir explosait. Et la dépense publique, les recettes n'arrivaient pas parce que les Allemands s'étaient mis à faire du noir. Alors je ne sais plus les chiffres, mais les chiffres que j'ai entendus, c'était effrayant, c'était 27% du PIB. Alors je ne sais pas si ça va jusqu'à là. Le travail au noir en Allemagne. Noir, oui. Ah, oui. Et donc le travail, ben oui, tous des petits boulots étaient faits au noir. Et donc tout le concept qu'ils ont eu, ça a été de revenir à des contrats pour le temps partiel. Tout le travail au noir, c'était le temps partiel. C'était les supermarchés, les caissières, vous voyez, tous les petits boulots, les boulots de ménage et tout ça. Et donc le Kurzarbeit, ça a été au départ 15 heures par semaine, payé 400 € sans charge sociale. Donc il a réintégré le boulot. Et puis après, ils ont créé 9 millions de jobs. Et ce que personne n'expliquait, c'est que 2,5 millions de gens avaient deux, vous voyez. Après, ils ont monté le 400 à 650. Donc ils sont tombés à 1300, vous voyez. Ils ont commencé à mettre un peu de charge sociale. Et la baisse du chômage allemand, il est venu du Kurzarbeit, qui est en fait du temps partiel. Il a fait venir les gens en temps partiel. Donc il a protégé les grosses boîtes avec le CDI à temps variable, et il a remis et fait effondrer le noir avec son... Mais il faut l'interviewer, Hartz, c'est vraiment... faites-le venir, vous allez voir, c'est lumineux, il vous racontera tout ça avec toutes les coulisses. Parce que moi j'ai étudié, j'ai lu des bouquins, j'ai des journalistes qui m'ont tout raconté, mais j'ai pas... Mais il faut faire venir Hartz, vous allez voir, c'est prodigieux. Alors ça, c'est des vraies réformes. Donc c'est la solidarité exigeante. Il vaut mieux un job. Parce que c'est les vrais sujets. Il a dit c'est le chômage qui tue la société. Parce que les gens ne sont plus socialisés. Ils sont tout seuls chez eux. Le moral tombe à zéro. Alors que dans une boîte, même si le job n'est pas parfait, vous êtes avec du monde. Et puis après, quand l'économie repart, eh ben, on vous redonne le bon job. Vous comprenez ? Alors, Xavier Fontanet, voilà, alors, notre le Canada, pays, on continue notre série Choses vues. Que s'est-il passé au Canada ? Le Canada, j'ai beaucoup suivi le Canada parce que sinon on a beaucoup utilisé le Canada pour conquérir l'Amérique, et notamment on a fait une énorme intégration aux États-Unis quand en 96 on a pris d'énormes parts de marché en rachetant une grosse partie de nos clients, et on avait testé la formule au Canada. Donc j'ai passé beaucoup de temps avant. Et ça tombait exactement dans les années 93, les années où était, à l'époque, donc c'était Jean Chrétien et Paul Martin. Paul Martin, directeur. Alors le Canada, ça a été très intéressant parce que ça a été essentiellement un travail sur la sphère publique régalienne. Ils ne se sont pas occupés du social, considérant que ça fonctionnait bien. C'est une révision du périmètre de l'État. Du périmètre de l'État. Alors, au départ,
il y a eu l'idée qu'on s'endette trop, les dépenses publiques montent trop, exactement ça. La dette était détenue par l'étranger, perte d'identité, donc Jean Chrétien et Paul Martin ont joué ça. Alors, je crois que ce qui était le plus intéressant, alors qui est terrifiant, c'est qu'ils ont enlevé des ministères entiers. Ils ont enlevé des ministères entiers. Ils disent par exemple le ministère de l'Industrie, écoutez, maintenant il y a des grosses boîtes mondiales, est-ce qu'on a besoin d'un ministère pour discuter? Parce que moi, si je discute avec Bombardier connaît très bien tout ce qui est le transport, tout ce qui est l'aérien. Est-ce que j'ai besoin d'une armada de fonctionnaires? Oui. Donc, ils ont enlevé des ministères entiers. Bon, il y a eu des trucs très anciens combattants. Il y a eu un ministère très connu, c'était les minorités indiennes, vous voyez. Donc, ils ont... Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ils ont dit maintenant, la sphère privée a des boîtes d'une taille tellement importante, mondialisée, sophistiquée, est-ce que j'ai besoin d'un ministère de l'Industrie? Vous voyez les exemples? Agriculture, vous voyez jusqu'où ça a été? Et donc en fait c'est un truc dans lequel ils ont enlevé des postes entiers. Le deuxième truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont privatisé. Donc ils vont, alors vous restez assis, ils ont privatisé la poste, ils ont privatisé les téléphones, ils ont privatisé tous les trains, tous les métros. Donc vous voyez tout le transport, vous vous rendez compte, privatisé. Et puis le truc très intéressant qui s'est passé, c'est qu'ils avaient un système de compensation des coûts de transport pour les pays très lointains. Et quand un pays était très lointain, on faisait perdre au train pour pas trop l'éloigner. Donc il y avait des dépenses de subventions de transport absolument monstrueuses, ils ont tout arrêté. Donc évidemment ça a eu des effets pas très faciles pour des pays lointains, parce que d'un seul coup ils ont payé le coût de transport. Mais ils ont considéré que le pays était suffisamment entouré pour... Bon. Et donc, en fait, ils ont fait un travail. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'inviter l'ambassadeur du Canada. Parce qu'ils sont très fiers de leur réforme et ils vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Parce que, donc, il y a vraiment eu la méthode. Alors, par contre, ce qui s'est passé, c'est que je sais que Paul Martin et Jean Chrétien, pendant 1 an, ont fait, avant la réforme, le tour du Canada avec un nombre de conférences absolument gigantesque, où eux-mêmes ont été expliqués département par département, ville par ville, le truc. Donc il y a eu un temps de travail, mais ils ont passé un temps fou à voir les gens. Mais ce n'était pas une commission avec... Ou un grand débat comme chez nous. C'est pas un grand débat. Ils ont été voir ville par ville. Ville par ville. Ça, je sais que je l'ai entendu. Donc c'est l'exemple de vraiment la possibilité de... Alors après, il y a eu aussi un truc, alors moi, je n'ai pas pu le vérifier moi-même, mais je l'ai entendu beaucoup. Ils ont utilisé la sphère bénévole pour reprendre des boulots de la sphère publique. Ouais. Alors je vais vous prendre des exemples. Parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup, par exemple, Lire et faire lire, vous voyez, Alexandre Jardin, vous ne connaissez pas? Et bon, alors vous connaissez Lire et faire lire. Ils ont 18 000 bénévoles qui prennent des enfants qui sont sortis de l'école sans lire. Donc c'est du SAV de l'éducation nationale. Mais c'est fait avec des retraités bénévoles. Ils sont 18 000. Vous voyez, les classes qui ne savent pas lire, c'est 50 000. Donc, ils ont déjà 40% de la classe. Ils veulent aller à 50 000 bénévoles. Donc, ils peuvent retraiter tout le SAV, l'éducation. Et le budget actuellement, c'est 750 000 euros. Vous vous rendez compte? C'est rien du tout. Donc, en fait, ils ont passé des pans de la sphère publique à la sphère bénévole. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la sphère publique et sociale, c'est souvent une étatisation de ce que faisaient les curés. Oui. Vous voyez, on a étatisé l'éducation, les hôpitaux, etc. Oui, on les remet. Donc il y a eu aussi tout un sujet avec la concurrence en éducation, l'échec éducation. Alors ça, les champions, c'est les Finlandais. Hein. Régler le problème de l'éducation, on ne change pas les ministres et tout. On va laisser la concurrence, privé-public, jouer à fond. Et c'est la concurrence qui va améliorer. Et vous faites le chèque éducation, parce que comme l'éducation est gratuite, la sphère publique a un avantage considérable sur le privé. La façon de tourner le truc, c'est de faire un chèque éducation. C'est que si dans une ville, vous préférez mettre les gosses dans l'école privée, et ben vous paierez l'école privée et vous retirez de vos impôts ou de vos revenus les chèques que vous avez faits. Et d'un seul coup, vous remettez la concurrence. Et moi, je sais que j'avais été un jour interviewé par Chevènement, parce que j'avais beaucoup financé. J'avais donné les ordinateurs, quand j'étais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, j'avais donné les ordinateurs aux écoles privées et publiques. J'avais mes filles dans le privé et le public, excellent.
les écoles privées et publiques à Saint-Gilles-Croix-de-Vie étaient excellentes. Pourquoi? Par marché 50-50. Et Chevènement avait été au courant du fait que j'avais filé, et un jour il m'a invité. Il se trouve que mon père, Chevènement qui était à l'époque le ministre de l'Éducation nationale. Il se trouve que mon père avait été ministre de l'Éducation. Il m'a invité à déjeuner, je lui raconte le truc, et il me dit, Fontanet, ne le dites pas, j'ai besoin du privé pour gérer le public. Je vous jure que c'est vrai. S'il était là, il dirait, je l'ai dit. Vous vous rendez compte? Vous comprenez? Donc, donc les réformes publiques et l'école publique, quand elle est stimulée, elle est excellente. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'école publique était excellente, mais l'école privée était excellente. Pourquoi? Parce que les Fontanais, on disait, écoutez, notre petite fille Nadège, moi je veux bien la passer du privé au public, mais vous savez, je veux à ce moment-là avoir tel prof de maths et tel prof de français. Si vous me garantissez ces deux profs, on passe les élèves. Vous comprenez? Et donc ça montait les deux. Donc la concurrence est un énorme sujet. Il faut réconcilier les Français avec la saine concurrence. Autre pays cher à votre cœur, où aussi là on connaît une concurrence, on va dire à caractère fiscal, une concurrence quelque part même politique et citoyenne, c'est la Suisse. C'est la Suisse. Alors, moi je pense qu'ayant roulé ma bosse, moi le problème c'est que je ne suis pas économiste, bon, je ne veux pas l'être, bon, mais j'ai roulé ma bosse. Et j'ai vu les trucs fonctionner. Et la Suisse, évidemment, j'ai beaucoup vu fonctionner parce qu'on avait un Essilor suisse extrêmement brillant. Eures, d'ailleurs, était au départ une filiale Nestlé Wagon-Lit. Donc j'ai eu beaucoup de contacts avec la Suisse. J'ai eu la chance d'être 20 ans au conseil d'administration de L'Oréal, à côté de Peter Brabeck. Bon. Et donc j'ai eu comme ça des connaissances de la Suisse plus que beaucoup de monde. Et si vous voulez, pour moi, la Suisse, c'est la constitution suisse qui est la force de la Suisse. Et il faut savoir quand même que le grand Charles, il voulait aller vers une constitution à la Suisse. Hein. C'est-à-dire que Charles de Gaulle. Il a été battu sur le référendum parce qu'on a transformé le référendum en plébiscite. Mais il avait l'idée. Alors, quelle est l'idée somptueuse qui est en Suisse? C'est que vous laissez à l'État essentiellement affaires étrangères et armée. Tout le reste, police, justice, éducation, est décentralisé. Donc le reste du régalien au niveau des cantons. C'est-à-dire que la TVA, la moitié va à l'État pour payer affaires étrangères et armée, l'autre moitié va dans le canton, et il touche tous les impôts sur les revenus et tous les impôts et les impôts des entreprises, d'accord? Et ça, c'est partagé entre le canton et la ville. Mais c'est le canton qui a le gros paquet. C'est-à-dire que le grand canton, il gère l'éducation, il gère la justice, il gère la police. Ce qui fait les chèques. Il touche l'argent, il fait les chèques. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez automatiquement une concurrence entre cantons. Les cantons qui gèrent bien ont des impôts plus bas, et les boîtes le savent. Vous comprenez? Et donc ils ont baissé les coûts de la sphère publique et monté la qualité par la concurrence. Or le canton, vous voyez, il y a un canton, il y a en gros c'est 4 départements. Attendez, en canton, c'est même pas un département. C'est plus certains sont très petits même. Ben oui, vous voyez. Et vous avez des universités leaders mondiales dans un canton. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une université top mondiale alors qu'elle est gérée par un petit canton. Hein, bon. Donc, et pour moi, c'est vraiment le modèle. Alors l'autre modèle, c'est que les législations sont beaucoup plus simples parce que chaque canton a sa constitution et fait ses lois. Vous n'avez plus d'hommes politiques de profession puisque vous, comme moi, on peut devenir député, on donne 1 jour par semaine et on est payé par l'État au prorata de nos salaires dans les boîtes. Donc, en fait, tous les citoyens passent dans la députation. Les lois sont beaucoup plus simples, parce qu'on fait une loi au niveau des cantons, on n'a pas à tenir compte de tous les cas compliqués, etc. Les citoyens tournent beaucoup plus. Oui, il y a tout ce qu'on appelle les milices. Alors, milice, c'est un mauvais sens. Et la milice, c'est quelqu'un qui donne gratuitement son temps pour la sphère publique, notamment pour l'armée. Donc vous voyez, c'est rempli. Et c'est la concurrence qui crée. Donc pour moi, alors j'avais proposé que la Bretagne, par exemple, parce que si vous voyez que la France aujourd'hui, on va prendre le cochon. La Bretagne et la Savoie, je crois. La Savoie, oui, parce que bon, je suis père savoyard et de la Bretagne. On va parler là des petits cochons, parce que je trouve que le hasard fait que je donne des conférences aux éleveurs de porcs. Hein, voilà. Donc je suis rapproché beaucoup d'une magnifique entreprise qui est la Copperle, hein, bon, qui est le leader français des porcs. C'est une boîte qui font 7 millions de porcs. C'est pratiquement les porcs français, mais un jour ce sera eux. Donc ça incarne. C'est exactement ce que je disais sur les ministères. Hein.
la COPER comprend toute la politique du cochon, c'est elle qui est le mieux placée pour la comprendre. Hein, bon. Et donc, alors où est-ce que j'en étais? C'est que, évidemment, quand vous prenez un prix de revient de cochon, ben, aujourd'hui, la dépense publique, c'est 59% du PIB. Hein. C'était 57 avant la crise. Bon, mettons 57. Hein, bon. Et donc, ils travaillent sur 43% du prix de revient. 57%, ils ne contrôlent pas. La seule façon de baisser le prix du cochon, c'est de baisser la dépense publique par une meilleure efficacité. Donc, je suggérerais que la France fasse un essai sur la Bretagne, donc on pourrait le faire sur la Savoie. On testerait la Constitution suisse sur une région pour voir si une région est capable de gérer la sphère publique de façon plus efficace que l'État. On le ferait que sur quelques départements, d'accord? Et alors les Bretons, pour baisser le prix du cochon, c'est surtout en baissant les dépenses publiques, parce qu'ils ne contrôlent que 40% du prix du cochon, si vous voulez. Et donc, il faut, pour que nos hommes politiques comprennent le truc, il faut qu'ils aillent dans le détail, qu'ils décortiquent des prix de revient de cochon. Et ils verront que quand j'ai fait des calculs, si vous voyez par exemple la dépense publique, la dépense publique pour la retraite, c'est 14,8% en France. En Allemagne, où ils ont passé la retraite à 65 suite à Hartz, eh bien à ce moment-là, c'est plus que 17, c'est 10,8. Ça fait 4%. 4 points de différence. 4 points. Ouais. Donc un cochon, allez, on va dire un cochon de 125 kg, c'est vendu 1,60 €, 200 €. Ben, c'est 8 € le cochon. Ben, attendez, faire baisser le prix du cochon de 8 €, je peux vous dire que... Ça crée de l'emploi, oui. Ben, ça crée de l'emploi, mais attendez, c'est considérable. Et là, vous commencez à retrouver de la compétitivité et vous allez vendre vos cochons en Allemagne. Mais pour ça, il faut baisser la durée de retraite. Donc il y a un lien exact entre l'âge de départ à la retraite et le prix de revient du cochon. Donc tant que les Français n'auront pas compris ça, et oui, vous avez compris. Parce que le coût de la retraite, il rentre dans les salaires. Bien sûr. Vous comprenez? Mais c'est à la fois chez l'éleveur de cochons, mais c'est dans le salaire de l'ouvrier qui est dans l'usine d'aliments, c'est dans le salaire du gars qui conduit le cochon. Donc quand vous faites partir les gens plus tôt à la retraite, vous êtes obligé de monter la charge qu'on met dans les salaires et vous montez les prix de revient et vous affaiblissez les boîtes. Si par contre on travaille plus longtemps, on descend immédiatement les prix de revient. Alors quand la sphère publique c'est 60% du prix de revient, on a intérêt à expliquer ça aux gens. Mais ça c'est irracontable. Et quand je racontais ça dans des commissions connues, on disait Xavier, attends, c'est plus compliqué que ça, tes raisonnements sont trop simplistes, tout le monde les comprend donc c'est pas bon. Et voilà. Alors que quelque part, il y a une bonne partie de bon sens. Il faut revenir au bon sens. Bon sens. Paysan. Paysan, oui. Et alors là, on parlait des choses vues, et peut-être peut-on parler d'une chose lue, pour le coup, alors qui nous amène dans un pays plus lointain, où une réforme se prépare, et où vient d'être lancée, c'est Singapour. Ah oui. Alors, si vous voulez, le truc qui est très amusant, c'est que je vous disais que je travaille exactement autant que quand j'étais chez Silor. Hein. Donc quand j'avais ma retraite, j'ai eu une année tranquille, et puis là maintenant, les demandes de partout, les emplois du temps, je veux dire, c'est absolument épouvantable. Bon, mais c'est très sympa. Bon. Donc je me dis, mais attends, vous avez été à la retraite ou pas à la retraite? Hein? Alors vous savez qu'aux États-Unis, on appelle les gens qui sont à la retraite mais qui travaillent perennials. Autrement dit, on segmente l'idée de retraite en disant il y a une retraite entre, on va dire, 62, 65 et 75, où on reste actif. Vous avez énormément de gens qui sont bénévoles aujourd'hui en France. Hein, le bénévolat est énorme. Il y a 18 millions de Français qui sont bénévoles, tous des retraités. C'est une puissance de frappe absolument colossale. On peut passer à tout ça. Donc je viens là-dessus. Et alors, Singapour fait un truc qui est absolument révolutionnaire. C'est qu'ils se sont rendus compte que les retraités voudraient bien continuer à travailler. Donc, alors que nous, on rêve de la retraite, des tas de Singapouriens, ils disent, vous savez, moi, si on me trouve un job un peu moins opérationnel, un peu moins fatigant et moins bien payé, mais qui demande plus de cerveau, etc., moi, je suis tout à fait prêt à continuer à travailler. Et donc, ils sont en train d'inventer, donc ils vont couper la retraite en deux catégories, les gens qui sont réemployés et les vrais retraités. Alors, tenez-vous bien, ils sont en train de faire un contrat, donc vous partez à la retraite à 65 et vous prenez 5 ans, donc c'est le contrat de réemploi. Ils sont en train de penser peut-être aller à 73. Hein? Et alors, les gens, et donc, à ce moment-là, ils ne mettent plus de charge sociale pour pousser les boîtes à embaucher. Et d'un point de vue retraite, c'est colossal, parce que tous ces gens-là,
Ils cotisent pas, ils cotisent pas à la retraite, mais ils ne payent pas pour la retraite, puisque c'est la boîte qui paye. Vous vous rendez compte de l'économie qu'on fait? Alors évidemment, c'est les gens. Et alors, il y a un sondage absolument incroyable. Pourquoi est-ce que vous êtes prêts à continuer à travailler? Alors ils disent, mais vous savez, nous on est très fiers de notre travail, hein. Donc nous ça nous plaît beaucoup. Deuxièmement, d'un point de vue social, on garde les copains. Si on part à la retraite, on perd tous les amis. Là, quand je vais au boulot, j'ai tous les copains. Bon, ensuite, on sait que les temps vont être durs. Donc, il faut qu'on serre les coups, qu'on soit compétitif. Je vais participer à la compétitivité de Singapour. Alors, vous avez vu qu'à Singapour, en plus, ils sont en train d'exploser en matière bancaire, parce qu'avec Hong Kong qui tombe, il y a un gigantesque problème. Et donc, Singapour, ils ne savent plus comment embaucher. Donc, tous les gars dans les finances et tout, ils vont continuer. Vous voyez le truc? Donc il y a la notion de pays, et puis ben, on aime le boulot. Quoi. Et le travail, c'est la santé. Vous vous rendez compte? Le travail, c'est la santé. Donc ça vaut le coup de regarder les trucs de très près, parce que c'est un élément, hein, les perennials, qui est de nature à changer les équipes financières de la retraite. Et moi, je suis entouré d'amis qui ont, ben, moi j'ai 72, on ne fait pas ce qu'on ferait il y a 15 ans, mais il y a des tas de trucs qu'on fait que moi, il y a 15 ans, je n'étais pas capable de faire, hein, et que je sais faire aujourd'hui. Donc je pense que ça vaut le coup sérieusement de réfléchir, pour ceux qui veulent, hein, de trouver un statut. Il faut trouver un nom marrant. Mais je pense que dire qu'on met les gens à la retraite à une date donnée, alors peut-être qu'il y en a qu'il faut, parce qu'ils sont crevés, ils ont travaillé, mais c'est un gâchis pour la société épouvantable. Surtout avec l'allongement de durée de vie en bonne santé. Donc là, il faut suivre de très près, parce que je pense que sur la retraite, si vous voulez, pour s'en tirer, il faut évidemment allonger la durée, parce que ça c'est tellement évident, mais il y a deux ingrédients qu'il faut rajouter, c'est probablement les perennials, comme je l'explique, et puis l'actionnaire salarié. Parce que tous les gens qui ont été actionnaires salariés et qui ont travaillé 45 ans dans une boîte, eh ben, le capital qu'ils ont accumulé, même s'ils ont mis que 5% par mois là-dedans, est plus gros que la retraite légale. Alors ça, vous prenez les bilans de toutes les grosses boîtes d'actionnaires salariés, il suffit de regarder les bilans. Et si on a la pétoche de diversifier, de trop spécialiser la retraite, on fait investir les gens dans des fonds diversifiés. Et là, quand vous placez l'argent sur le CAC 40, je peux vous dire que là, vous assurez votre retraite. Et donc je pense que la retraite, il faut raisonner en durée et pas en âge. Parce que tous les gens qui ont raisonné en durée, parce qu'en durée, un jeune ouvrier qui a commencé à 15 ans, à 45 ans, il a 60. Il est crevé pour sa retraite. Mais un cadre, il a commencé à travailler à 25 ans, à 62 ans, il a 35 ans de travail. Donc il n'a pas assez travaillé. Il faut qu'il retraite plus tard. Vous comprenez? Donc il faut raisonner en durée de travail. Les néo-Z, tout ça, c'est durée de travail. C'est pas l'âge. Vous voyez? Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'idées à prendre à l'étranger. Merci. Merci pour ces choses vues. Je vous en prie. Merci beaucoup.